Bonjour à tous, la séance est ouverte sur LCP. Aujourd'hui, cette question, comment contrôler la qualité des produits qui arrivent sur le territoire français? Après 6 mois de travaux, les députés d'une mission d'information de l'Assemblée nationale ont rendu leurs conclusions. Concrètement, ils ont planché sur les contrôles de produits importés en France dans le cadre des politiques dites de réciprocité. 2 députés sont à la tête de cette mission d'information, un élu du Rassemblement national, Julien Guibert, et son collègue de la droite républicaine, Antoine Vermorel-Marquez. Ils ont mené une vingtaine d'auditions pour creuser leur sujet. Ils ont même tenté d'auditionner les responsables en France de l'entreprise controversée Shein, qui est au cœur de la polémique. En vain, ces derniers n'ont pas répondu à leurs demandes. Retour tout de suite sur les travaux de cette mission. À tout à l'heure. La présentation des conclusions de la mission d'information sur le contrôle des produits importés s'inscrit pleinement dans la cohérence des travaux de la Commission et elle ne pouvait mieux tomber au cœur des échéances de cette semaine à Paris, à Bruxelles, au Brésil. Créée à l'initiative d'Antoine Vermorel-Marquez, co-rapporteur avec Julien Guibert, cette mission présidée par Romain Eskenazi revêt une importance particulière tant elle met en évidence le lien entre différents phénomènes dont l'ampleur prend des proportions de plus en plus préoccupantes. Vous soulignez l'empreinte carbone des produits importés. On pourrait également parler d'empreinte environnementale, qu'il s'agisse de pesticides, de consommation d'eau ou de déforestation. Cette empreinte pèse sur la santé des animaux, des plantes et finalement des populations. L'agriculture et le textile avec la mode ultra fashion sont particulièrement concernés, mais aucun secteur n'est épargné, ni l'industrie ni les commerces. Les conséquences de la concurrence déloyale sont vécues au cœur de nos territoires, la crise agricole, les fermetures d'usines, la disparition de commerces en centre-ville. La réponse doit être globale. Refus des accords internationaux inéquitables, défense de nos ambitions environnementales à Bruxelles ou à Belém, lutte contre les abus des grandes plateformes et des petits colis, verdissement de l'industrie et bien sûr amélioration des contrôles. Nous avons ce matin une occasion de plus de contribuer à une expression forte du Parlement et je donne sans plus attendre la parole au président puis au co-rapporteur. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Dans notre société de consommation mondialisée, je le dis en toute humilité en tant que législateur, je considère qu'une carte électorale a plus de pouvoir de changement sur le monde, moins de pouvoir de changement sur le monde qu'une carte de crédit. À travers un simple achat, vous avez un impact volontaire ou involontaire sur l'environnement, sur l'emploi, sur la fiscalité et donc la qualité de nos services publics. Or, les Français sont en train, bien souvent sans le savoir, de détruire des filières économiques entières, d'accélérer le réchauffement climatique et de porter atteinte à leur propre santé. Simplement, ce rapport, demandé par monsieur Antoine Vermorel-Marquez, co-rapporté par Julien Guibert que je salue, n'est pas un réquisitoire contre les consommateurs. Comment vouloir aux consommateurs, dans le cadre d'une baisse généralisée du pouvoir d'achat, d'acheter des produits manifestement légaux, sur des sites parfaitement accessibles, 3 à 4 fois moins chers que ce qu'ils peuvent trouver dans le commerce. Ce rapport n'est pas non plus un réquisitoire contre le commerce en ligne, dont la pratique a explosé, passant de 17 milliards à 83 milliards de recettes en quelques années. C'est d'ailleurs un mode de consommation qui peut profiter à nos PME, leur ouvrir des marchés et notamment les ouvrir à l'exportation. Simplement, ce nouveau mode de commerce a fait émerger de nouveaux acteurs, des plateformes dites places de marché, essentiellement chinoises, qui permettent de déverser sur notre marché par centaines de millions des produits qui ne respectent pas ni nos normes, ni nos règles, ni nos lois. Je tiens à remercier la qualité des travaux qui étaient les nôtres pendant 5 mois, la collaboration entre les 2 rapporteurs et moi-même, et à citer, car ce n'est pas l'usage de les nommer dans le rapport, M. Frédéric Taillet et Mme Delphine Dinard, pour la qualité de notre accompagnement. 29 auditions, 2 déplacements, un à Bruxelles, un à Roissy, nous ont permis de mieux appréhender la problématique que je vais décrire rapidement dans la minute qu'il me reste avant de laisser les rapporteurs esquisser les 29 propositions que nous formulons pour améliorer à court terme la situation, car il y a urgence, comme l'ont témoigné l'ensemble des fédérations que nous avons auditionnées
du textile à l'électronique, aux médicaments, en passant par le jouet et bien entendu les produits agricoles. Les produits agricoles étaient d'ailleurs le premier secteur qui a appelé notre attention, mais très vite nous avons réalisé que l'ampleur du phénomène était bien plus grave encore avec les produits dits manufacturés. 175 millions d'articles sont arrivés à Roissy en 2022, 410 millions en 2023, 775 millions en 2024. Cela double chaque année pour atteindre le chiffre pharaonique de 4,6 milliards de colis arrivés sur le territoire européen en 2024, soit 12 millions par jour. Je finirai en vous donnant un chiffre sur une opération de contrôle qui a eu lieu fin 2022 sur 250 palettes, qui a révélé que plus de 95% des produits ne respectaient pas nos normes techniques, nos normes sociales, nos normes environnementales, faisant courir un risque à la fois sur notre économie, avec des filières entières mises en danger. 1500 boutiques de vêtements ont fermé rien qu'en 2024, mais également sur notre environnement, avec une augmentation du trafic aérien, une augmentation de trafic sur route, l'importation de produits utilisant des produits chimiques interdits sur notre territoire, et enfin des conséquences graves sur les consommateurs, avec des produits qui peuvent présenter des dangers réels, notamment des jouets. L'affaire des poupées pédopornographiques était donc simplement l'arbre qui cache la forêt. Les fraudes étant érigées en système par ces sociétés de place de marché, il convient donc de faire évoluer à la fois la législation française et européenne pour mieux protéger notre environnement, les consommateurs et notre économie. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes chers collègues. L'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Cette phrase de Marc Bloch résonne avec une acuité particulière au moment où nous présentons les conclusions de cette mission d'information. Ce que révèle notre travail, ce n'est ni une anomalie ponctuelle, ni une dérive récente, mais bien les conséquences directes de choix anciens, répétés et assumés depuis plusieurs décennies. Dès les années 1990, la France et l'Union européenne ont fait de l'ouverture des marchés un dogme ont progressivement démantelé les instruments de protection économique tout en alourdissant dans le même temps les contraintes imposées à leurs propres producteurs. Pendant longtemps, ceux qui alertaient sur les effets de ces orientations ont été marginalisés ou caricaturés. Aujourd'hui, la réalité leur donne raison. La mission qui nous était confiée posait une question simple, presque élémentaire. Maîtrisons-nous encore ce qui entre sur notre territoire? Les chiffres apportent une réponse sans ambiguïté. Le taux de contrôle effectif des produits importés dans l'Union européenne est infinitésimal. Il s'établit à 0,0092% selon les données de la Commission européenne elle-même. Dans ces conditions, les discours sur la sécurité des consommateurs, sur la loyauté des échanges ou sur l'exemplarité environnementale ne résistent pas à l'examen des faits. Ce constat explique la position que je défends en tant que rapporteur, celle d'un renforcement structurel des contrôles, notamment par la généralisation des contrôles extraterritoriaux et par la remise en cause de la présomption de conformité des importations, telle que prévue par les propositions numéro 20 et 21 du rapport. Il ne s'agit pas d'un durcissement idéologique, mais d'un minimum de sérieux face à l'ampleur des flux concernés. Les opérations ciblées conduites par les douanes françaises sur les petits colis issus du commerce en ligne ont mis en évidence des niveaux de non-conformité extrêmement élevés, notamment sur certains échantillons à autour de 90%. Ces résultats sont éclairants, mais ils restent marginaux face à l'ampleur des flux concernés. Chaque année, ce sont plusieurs milliards de colis qui pénètrent sur le territoire de l'Union. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Elle est la conséquence directe de l'irresponsabilité juridique organisée autour des plateformes qui tirent profit de ces flux tout en échappant largement à toute obligation réelle. Dans les faits, le système actuel protège davantage les intermédiaires que les consommateurs. Face à cette situation, le rapport a fait le choix d'une ligne claire. Transférer la responsabilité des produits non conformes vers les places de marché lorsque le vendeur ou l'importateur n'est pas identifiable et prévoir des mécanismes de suspension ou d'interdiction en cas de manquement répété conformément aux propositions numéro 4 et numéro 5. C'est un choix de cohérence et d'efficacité. Cette défaillance du système frappe de plein fouet l'agriculture française. Nos agriculteurs respectent des exigences strictes, souvent parmi les plus contraignantes au monde. Ils investissent, s'adaptent, se conforment à des règles toujours plus nombreuses, parfois au prix de leur équilibre économique, voire de leur survie. Dans le même temps, des produits agricoles importés, cultivés à l'aide de substances chimiques interdites chez nous ou selon des pratiques proscrites sur notre sol, accèdent librement à notre marché. Une telle asymétrie n'est ni soutenable ni acceptable. Elle justifie pleinement l'opposition constante, d'ailleurs, du Rassemblement national à tout accord commercial ne garantissant par une stricte réciprocité des normes et en particulier à l'accord avec les pays du Mercosur, quelle que soit l'instauration de clauses miroirs qui ne seront jamais applicables, d'où notre opposition claire et ferme à la proposition numéro 14 du
du rapport. Cette injustice prend aujourd'hui une dimension particulière violente avec la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse dans plusieurs territoires. Des éleveurs français ont vu l'intégralité de leur cheptel abattu dans des conditions d'une extrême brutalité sous escorte des forces de l'ordre, alors que dans le même temps, des viandes importées issues des pays ne respectant ni nos normes sanitaires et ni nos exigences de bien-être animal continuent d'entrer sans contrôle sur le marché français. Cette situation met en lumière l'effondrement de notre souveraineté sanitaire et alimentaire. Elle révèle aujourd'hui une logique profondément déséquilibrée, une rigueur extrême pour la production nationale et une tolérance préoccupante pour les importations. C'est dans ce contexte que le rapport défend l'interdiction de toute importation de produits cultivés ou transformés à l'aide de substances interdites de l'Union européenne, conformément à la proposition numéro 13, ainsi que la fin de l'asymétrie des contrôles sanitaires entre production française et importation prévue par la proposition numéro 23. Ma position en tant que député du Rassemblement national est la constance et la cohérence. Il est impossible d'accepter sur notre territoire ce qu'il est interdit d'y produire. Il ne s'agit ni d'un repli ni d'un refus des échanges, mais d'une exigence élémentaire de justice et de cohérence. Dans cet esprit, le rapport propose le coût de la destruction des marchandises frauduleuses ou non conformes soit supporté par l'importateur ou à défaut par la place de marché, assorti de sanctions proportionnées au profit tiré de l'illégalité, conformément aux propositions numéro 18 et 19. Là encore, il s'agit de faire porter la responsabilité sur ceux qui organisent les flux et non sur ceux qui la subissent. Les travaux de la mission ont également mis en évidence un point central dans le cadre réglementaire actuel. L'essentiel des leviers d'action en matière de politique commerciale et de contrôle des importations relève de la compétence de l'Union européenne. Les États ont progressivement renoncé à décider seuls, à filtrer, à protéger. Dans les faits, la France se trouve aujourd'hui fortement contrainte dans sa capacité d'action. Cette réalité explique que le rapport appelle à une mobilisation au niveau européen, notamment par le renforcement du rôle de l'autorité douanière européenne, par l'harmonisation des procédures et par une coordination accrue des contrôles, comme le prévoient les propositions numéro 16, 22 et 25. Dans ce contexte, certaines réponses avancées consistent à privilégier une approche fiscale, en particulier par la taxation des petits colis. C'est précisément sur ce point que nous avons exprimé nos positions claires, notamment s'agissant de la proposition numéro 9. Une réponse purement fiscale ne règle ni la question de la sécurité des produits, ni celle de la conformité aux normes. Elle entretient une confusion préjudiciable entre contrôle et taxation. Un produit non conforme n'est pas rendu acceptable parce qu'il est taxé. S'il présente un risque ou ne respecte pas nos règles, il doit être interdit et non monnayé. Par ailleurs, cette logique fait peser l'effort non pas sur les acteurs responsables des flux ou ces plateformes qui en tirent profit, mais sur les consommateurs eux-mêmes, souvent déjà fragilisés par la baisse du pouvoir d'achat. C'est pourquoi notre groupe refuse la surtaxation et appelle à privilégier une autre voie, celle du contrôle effectif de l'interdiction et de la responsabilité, d'autant plus qu'une taxe franco-française reporterait les livraisons sur d'autres pays européens. À cet égard, les propos récemment tenus par le directeur général de la BPI France, selon lesquels l'Europe doit se fermer temporairement le temps de se réarmer, traduisent une prise de conscience tardive mais révélatrice. Encore faut-il, comme l'a souligné Marine Le Pen, que cette idée de fermeture s'accompagne d'un véritable réarmement industriel, productif et stratégique. Car le risque majeur qui se profile n'est pas seulement celui de la quantité des importations, mais bien celui de la montée en gamme rapide de la production chinoise. Demain, ces produits pourront respecter formellement nos normes techniques, sanitaires ou environnementales, tout en étant proposés à des coûts de production sans commune mesure avec ceux supportés par nos entreprises. Dans un tel scénario, ce sont des secteurs entiers de l'économie française qui se trouveraient exposés à une concurrence juridiquement irréprochable mais économiquement dévastatrice des produits conformément inonderaient sur leur marché. Présents dans toutes les chaînes de distribution, tandis que notre tissu industriel, nos PME et nos emplois seraient progressivement fragilisés. Et la montée de la fast fashion a déjà coûté près de 40 000 emplois ces dernières années dans la filière textile. Nous sommes désormais à un moment critique. L'affaiblissement de notre économie n'est plus un risque abstrait. Il est à l'œuvre et demain, il sera peut-être déjà trop tard pour l'enrayer. Continuer sur cette trajectoire, c'est accepter de regarder disparaître nos filières agricoles, industrielles et commerciales, tout en demandant toujours plus d'efforts à des Français qui n'en ont plus les moyens. Je conclurai par une évidence rappelée par le général de Gaulle, il y a de politique que nationale. Tant que cette réalité sera niée, tant que la souveraineté économique sera diluée, la France restera spectatrice de son propre déclassement. Le travail de cette mission montre sans détour la cohérence des propositions formulées et les raisons pour lesquelles nous nous opposons à celles qui prolongent l'impuissance actuelle. Et j'aimerais terminer en remerciant mes deux collègues, Monsieur le Président de cette mission d'information et mon collègue co-rapporteur également, Antoine Vermorel-Marquez, pour ce travail transpartisan et passionnant qui nous a animés depuis le début de cet été. J'aimerais également remercier nos deux administrateurs pour le travail que vous avez pu faire et vous remercier pour tout ce que vous avez pu effectuer dans le cadre de cette mission d'information. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le co-rapporteur, merci chers collègues d'être présents ce matin pour la présentation de notre rapport.
Ce rapport y est le fruit de deux tendances structurelles depuis le début des années 2000 qui sont contradictoires et qui conduisent à une perte de compétitivité et à une concurrence déloyale. La première, c'est évidemment les accords de libre-échange qui se sont multipliés depuis les accords de l'OMC et qui ont multiplié les échanges commerciaux avec aujourd'hui, on demande aux douanes françaises de contrôler 3 millions de conteneurs chaque année et 353 millions de petits colis chaque année. Cette explosion structurelle du commerce international s'est accompagnée aussi d'un mouvement national de transposition, de surtransposition, de normes supplémentaires, de contrôles supplémentaires sur nos entreprises, pendant que dans le même temps, à la fois, on laissait rentrer à nos frontières des produits qu'on ne contrôlait pas. Et c'est cet effet ciseau qui a conduit à la destruction de nombreux emplois et qui a conduit à une concurrence déloyale que nous vivons aujourd'hui. Le rapport que nous vous présentons contient un chiffre qui est peut-être le seul à retenir et qui doit tous nous interpeller par rapport à notre mission de contrôle de l'action du gouvernement. Seulement 0,008% des produits que nous importons sont contrôlés effectivement par nos services de douane. C'est-à-dire que sur 1 million d'articles qui rentrent sur notre territoire national, seulement 82 sont contrôlés. Et quand nous prenons ce chiffre de 82, sur ces 82 articles qui sont contrôlés, 80 à 90% ne respectent pas nos normes de sécurité, essentiellement parce que, en ce qui concerne des normes sociales et environnementales, elles sont très peu contrôlées, voire très difficilement détectables à l'importation. Ce phénomène massif de fraude à l'importation est moindre, et c'est aussi une révélation de notre rapport, même s'il doit nous interpeller en matière agricole. Environ 10% des produits alimentaires que nous importons sont dans la fraude, ce qui quand même est très grave pour la santé humaine, mais bien moindre que les produits manufacturés où le taux de fraude s'élève à 80 ou 96% en fonction des différents échantillons. Le problème majeur que nous rencontrons depuis quelques années, et je dis vraiment depuis quelques années parce que le phénomène a explosé depuis 2022, c'est le phénomène du petit colis. Pourquoi ce petit colis-là, ces petits colis de moins de 150 € explosent en France et dans le monde ? Déjà parce qu'il y a une règle qui fait qu'en tout de 150 €, vous n'avez pas de droit de douane, vous n'avez pas de déclaration douanière à faire. Ça avait été voulu pour faciliter les échanges entre particuliers, entre le Français qui envoyait quelques kilos de fromage ou de charcuterie à l'étranger, et d'avoir un échange entre particuliers sans formalité administrative. Et ça a été détourné complètement par les plateformes asiatiques aujourd'hui, qui profitent de ce système pour ne pas mettre de droit de douane, pour ne pas avoir de contrôle, et donc permettre l'importation de petits colis dans notre pays. Et on le voit dans les chiffres, le nombre d'articles contenus dans ces petits colis a été multiplié par 4,5 en 2 ans. Nous sommes passés de 170 millions d'articles à 750 millions d'articles en 2 ans dans les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle. Il y a une embolie très forte. Et depuis que les États-Unis ont mis fin à ce système d'importation par un droit de douane de 50 $ sur tous les colis en dessous de 100 $, le nombre de petits colis depuis cet été a augmenté de 15%. Sur le territoire européen. Donc on a vraiment, c'est un tsunami de petits colis et un détournement du modèle d'importation classique. Le modèle d'importation classique, c'est quoi ? C'est des biens manufacturés qui sont dans un conteneur importé par un bateau, et puis c'est les fameux centres logistiques en France où ensuite on met tout ça dans des colis adressés au client final. Là, avec le petit colis, le colis part de Chine directement à votre nom, arrive à l'aéroport sans aucun intermédiaire, sans aucune présence européenne de l'importateur. Et donc, qui légalement est le responsable de l'importation de ce petit colis ? C'est le client final, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le vendeur et le client. Et donc, non seulement le client achète un produit de mauvaise qualité, qui est dangereux pour sa santé, mais en plus, légalement, tel qu'est conçu notre droit, c'est lui qui est responsable de l'importation de ce colis. Et l'exportateur de ce bien, quand il se fait contrôler, les fameux 82 cas sur 1 million, et il n'a pas à sa charge le coût de la destruction. Donc, c'est ce que nous avons constaté à Roissy-Charles de Gaulle, c'est-à-dire que les douanes, quand elles contrôlent un colis, elles le font très peu souvent, malheureusement avec les moyens qu'elles ont, mais en plus, quand elles découvrent une fraude, la destruction du bien, de l'article, est à la charge du contribuable et même pas au vendeur chinois ou asiatique qui nous l'a envoyé, ce qui est quand même un scandale absolu en matière de financement public. Alors, dans notre rapport, nous proposons 3 types de solutions. La première, c'est des sanctions, la deuxième, c'est des contrôles, et la troisième, c'est aussi de libérer un peu nos entreprises. Sur le premier type, sur les sanctions, c'est évidemment la question de la responsabilité des plateformes et la notion d'importateur présumé. Si les plateformes ne sont pas en mesure de nous fournir l'identité et la présence d'un responsable légal en Europe, alors à ce moment-là, elles doivent être considérées comme l'importateur présumé et donc responsable de l'importation de ce produit.
La deuxième chose, c'est qu'il nous faut des amendes en pourcentage de chiffre d'affaires très élevées et notamment des amendes administratives. Il faut bien comprendre que la règle est européenne, mais la sanction est nationale. Et donc là, dans la proposition de loi que mon groupe vous avait soumise et qui avait été adoptée à l'unanimité il y a un an en commission des affaires économiques, on avait proposé, en plus de la destruction du produit, d'avoir une sanction administrative pour l'exportateur. Et ça, c'est du droit national, ce n'est pas du droit européen. Le deuxième type de proposition, c'est l'accentuation des contrôles, avec notamment l'union douanière qui est en construction à l'échelle européenne et la taxation des petits colis, qui l'objectif n'est pas de taxer le consommateur, l'objectif est simplement qu'on arrête d'importer par petit colis et qu'on importe par conteneur. Le même t-shirt qui arrive par petit colis ou le t-shirt qui arrive par conteneur, le prix de fabrication est le même, il n'y aura pas de taxation si le t-shirt arrive par conteneur. Pour le client final, ça ne change strictement rien. Par contre, ça change la possibilité pour les douanes de pouvoir contrôler correctement. Vous avez un conteneur qui arrive avec 2000 jouets à l'intérieur, vous en contrôlez un qui est non conforme, vous renvoyez les 1999 autres. Vous avez 2000 petits colis qui rentrent, il faut ouvrir les 2000 petits colis pour pouvoir les renvoyer. Et d'où la fraude généralisée avec le petit colis et la nécessité pour nous de davantage réguler. Nous avons aussi découvert que les pays qui nous envoyaient le plus de produits, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis, sont aussi les deux pays les plus pointilleux quand nous décidons d'exporter vers eux. Et donc, ce que les fédérations, les nombreuses fédérations que nous avons auditionnées nous ont dit, c'est que, par exemple, quand elles souhaitent envoyer des produits de luxe ou d'autres produits à l'étranger, notamment en Chine, la Chine envoie chez nous des inspecteurs chinois dans leurs usines pour leur donner un agrément qui leur donne le droit d'exporter en Chine, avant que les produits arrivent chez eux. Ce qui nous pose d'ailleurs un problème en termes d'espionnage industriel. Et nous sommes incapables de le faire. Alors la Commission européenne a commencé à le faire en envoyant des inspecteurs dans les pays tiers, mais notamment avec le débat qu'on a en ce moment sur le Mercosur, ce serait une très bonne chose, notamment pour la détection d'hormones, de pouvoir envoyer des inspecteurs européens. Et la dernière chose, qui est une proposition à laquelle je tiens particulièrement avec mon groupe, si nous considérons que 50% de notre empreinte carbone est liée à nos importations, alors non seulement il faut que nous ayons des accords contraignants en matière de décarbonation de nos importations comme pour la SNBC, et surtout il faut que les administrations françaises soient compétentes pour contrôler nos importations au-delà des douanes et de la DGCCRF. En clair, quand la DREAL, quand l'OFB, quand l'inspection du travail fait des contrôles sur nos entreprises françaises, elle doit pouvoir avoir une mission de contrôle sur les produits étrangers. Et donc, c'est toutes ces propositions qu'on vous soumet ce matin. Et je voudrais simplement conclure en remerciant à la fois mon groupe d'avoir demandé cette mission d'information. J'espère que ce rapport permettra collectivement d'avancer. Évidemment, nos deux administrateurs, et en particulier M. Taillet, qui se souviendra comme nous de ce rapport pour des raisons personnelles. Madame la Présidente aussi pour son appui, Sandrine Lefeur, qui a permis à cette mission d'être non pas une mission flash, mais une mission d'information. Monsieur le Président et mon co-rapporteur Julien Guibert pour les échanges que nous avons eus. Et je conclurai simplement en ne remerciant pas une personne que nous avions conviée qui a refusé de se soumettre et de venir répondre à nos réponses. Et donc je ne remercierai pas Chine pour l'absence de ses réponses dans ce rapport parlementaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport à Chine, justement. Je voulais rappeler que le propos d'une mission d'information ou d'une audition en commission n'est pas de faire le procès de tel ou tel à la place de la justice, mais bien de se pencher sur des questions de politique publique. Par ailleurs, l'article 5 bis de l'ordonnance de 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit qu'une commission permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, sous réserve de la protection du caractère secret de questions de défense, diplomatie ou sécurité, et d'autre part du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. Le fait de ne pas répondre à la convocation est puni de 7 500 € d'amende. Cet article n'interdit pas à une commission permanente d'exercer ses missions de contrôle et d'entendre sur des questions de politique publique des personnes qui font par ailleurs l'objet de procédures judiciaires. Le tribunal judiciaire de Paris se prononcera vendredi sur la demande de blocage du site pour 3 mois ou à minimum de suspension de la marketplace réclamée par le gouvernement en raison des produits illicites qu'elle vendait. Et l'État a par ailleurs demandé à ce que ces mesures ne puissent être levées qu'à la condition de la mise en œuvre de moyens techniques réellement efficaces visant à prévenir la vente de tout produit illicite sous le contrôle de l'Arcom. On en vient maintenant aux orateurs des groupes et je donne la parole à David Magnier pour 3 minutes.
Je vous remercie Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Donc au nom du Rassemblement national, je vous adresse d'abord mes félicitations et mes remerciements pour ce rapport exhaustif et votre présentation qui malheureusement révèle une situation d'une gravité exceptionnelle pour notre économie, pour notre souveraineté et pour nos agriculteurs. Aujourd'hui, la France n'est plus en capacité de contrôler ce qui rentre sur son territoire. Comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, seuls 0,0082% des produits importés sont effectivement vérifiés et selon les aveux de la Commission européenne elle-même. Pendant que nos producteurs respectent, parfois au prix de leur survie, des normes environnementales, sanitaires et techniques toujours plus exigeantes, arrivent chaque jour dans notre pays des marchandises qui ne s'y conforment pas. Le rapport cite un chiffre effarant. Lors d'une opération de contrôle, 96,2% des produits issus du commerce électronique se sont révélés frauduleux ou non conformes. Ce laxisme et cette incapacité à protéger nos frontières commerciales ont des conséquences directes. Désindustrialisation, destruction d'emplois, affaiblissement de nos filières agricoles, sans parler de l'impact environnemental. Car le rapport rappelle un fait que trop de responsables politiques préfèrent ignorer. 56% de l'empreinte carbone française provient désormais des émissions importées. Autrement dit, nous délocalisons notre pollution en même temps que notre production. Face à cette situation, donc les recommandations sont sans ambiguïté, responsabiliser juridiquement les plateformes qui inondent l'Europe de produits dangereux, renforcer les contrôles, notamment douaniers et sanitaires, imposer des mesures miroirs réelles et surtout, comme le dit la proposition numéro 14, s'opposer frontalement à tout accord commercial, à commencer par l'accord UE-Mercosur qui ne garantirait pas une concurrence véritablement loyale. Et c'est ici que les deux sujets, celui des importations non contrôlées et celui du Mercosur, se rejoignent pleinement. L'accord UE-Mercosur est l'exemple parfait de ce que nous ne pouvons plus accepter. Il ouvrirait encore davantage nos marchés à des produits agricoles cultivés avec des pesticides interdits chez nous, issus de terres déforestées, soumis à aucune des obligations environnementales pesant sur nos agriculteurs. Pendant que l'Europe demande à nos éleveurs de modifier leurs pratiques et de supporter des charges toujours plus lourdes, elle accepterait que des cargaisons entières de viande produites sans aucune exigence équivalente entrent librement sur notre sol. Ce rapport dit très clairement que chacun de nous sait, il ne sert à rien d'imposer des normes aujourd'hui plus strictes à nos producteurs si nous les laissons entrer massivement des produits qui les bafouent. C'est la disparition programmée de nos exploitations familiales, c'est le renoncement pur et simple à notre souveraineté alimentaire. Ainsi, ma question est simple. Au vu de ce rapport, qui démontre l'effondrement de nos contrôles, l'afflux massif de produits non conformes et l'absence totale de réciprocité, comment le gouvernement peut-il aujourd'hui encore défendre un accord UE-Mercosur qui reviendrait à sacrifier nos agriculteurs, à abandonner notre souveraineté alimentaire et à livrer la France à une concurrence étrangère qui ne respecte ni nos normes et ni nos valeurs. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Danielle Brulbois. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, au nom des députés de mon groupe, je souhaite vous remercier, chers collègues Antoine Vermorel-Marquez et Monsieur Julien Guibert, pour la qualité de vos travaux sur le contrôle des produits importés en France et en Europe. Un véritable fléau que vous avez souligné, que constituent ces millions de produits entrant sur notre territoire sans être contrôlés, alors même qu'ils ne respectent ni nos normes sanitaires, environnementales ou techniques. La réalité est alarmante, vous l'avez très bien souligné, notre système d'espace et des marchandises qui menacent nos filières économiques, notre santé et notre environnement. Vous prenez l'exemple récent des 3 plateformes chinoises, Temu, Chine, AliExpo, dont le développement récent et fulgurant déséquilibre les circuits commerciaux et instaure une concurrence déloyale avec des produits dangereux. Vous le soulignez, 86% des jouets vendus en ligne sont dangereux, c'est vraiment grave. Nos entreprises donc, qui investissent pour respecter des normes exigeantes, comme nos agriculteurs qui se décarcassent pour respecter des normes très strictes, se retrouvent en compétition avec des produits importés qui échappent à toutes ces contraintes. C'est une injustice économique qui pèse sur nos emplois, nos territoires et notre capacité à innover, car elle met en péril nos TPE, nos PME, nos ETI, dont la chaîne de valeur se trouve, elle, en France. Face à ce constat, il faut agir, vous l'avez dit. La réforme de l'Union douanière européenne est une avancée, mais elle doit s'accompagner de mesures drastiques de contrôle et de responsabilité.
Cela passe par l'extension des mesures miroirs, vous l'avez dit, qui garantissent une réciprocité des règles, ce qui est une condition de la France pour accepter le Mercosur. Il est aussi essentiel d'investir dans les moyens humains et techniques de nos douanes, car le fait que la politique commerciale soit une politique européenne n'exonère pas l'État français de sa responsabilité pour faire respecter les règles, qu'elles soient nationales ou européennes. Il en va de la défense de nos valeurs, la qualité, la sécurité, la transparence et l'équité. C'est aussi une condition pour réussir notre transition écologique, puisque c'est le sujet dans cette commission, car vous le dites, 56% de l'empreinte carbone de la France est importée. C'est énorme. Vous relevez très justement une prise de conscience de ce problème récente, puisque l'article 22 du PLF 2026 va permettre la taxation des petits colis. Enfin, vous faites une trentaine de propositions que je trouve très intéressantes. Le contrôle, bien sûr, avec les moyens affectés, les sanctions qui doivent être dissuasives, mais surtout bien ciblées, et des amendes, bien sûr, l'information du consommateur aussi. Et une chose importante aussi, la prise en charge du coût de la destruction des colis importés. Dans le Jura, on est vraiment concerné. On a des douanes très efficaces qui confisquent des biens illicites, mais à chaque fois, c'est le contribuable qui paye la destruction. Donc bravo pour vos propositions. Elles sont vraiment pertinentes. Merci beaucoup, Madame la députée. Je donne la parole à Sylvain Carrière. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs. Au nom de mon groupe, nous vous remercions pour le travail sur ce sujet si essentiel. La multiplication des accords de libre-échange reste la règle de l'Union européenne, avec 5 nouveaux accords déjà signés depuis 2019 et la volonté d'en signer un nouveau avec le Mercosur dans les jours à venir. Le résultat, on le connaît, la délocalisation de nos émissions carbone détruit l'environnement, la concurrence déloyale qui touche les industries et les agriculteurs entraîne une perte de souveraineté industrielle et agricole inacceptable. Cette concurrence met en difficulté de nombreux secteurs agricoles tels que l'élevage, la viticulture. Et si on prend l'exemple de l'apiculture, nous continuons de signer des accords qui mettent en danger la filière. L'accord signé avec l'Ukraine en juin 2025 augmente encore les quotas d'importation de miel, quotas qui ont été multipliés par 6 en 10 ans. L'Union nationale des apiculteurs français nous alerte d'ailleurs, une partie importante de ces produits ne respecte pas les normes européennes. Cela doit donc changer. Notre groupe défend ainsi un protectionnisme solidaire pour que les produits importés respectent les normes sociales, sanitaires et environnementales qui s'appliquent en France et dans l'Union européenne. Nous sommes heureux de voir que les groupes RN et DR s'intéressent à cette question. Habituellement, votre réponse contre la concurrence déloyale des accords de libre-échange est toujours la même, affaiblir les normes européennes plutôt que de s'attaquer aux importations qui ne les respectent pas. Nous sommes donc heureux mais surpris, notamment par la proposition 13 de votre rapport, qui vise à refuser toute démarche d'abaissement des normes européennes sur le sujet des pesticides. Il me semble pourtant que vos groupes au Parlement européen ont soutenu une série de lois omnibus qui ont affaibli ces normes. J'espère donc qu'ils suivront votre proposition 13 et voteront contre la 8e loi omnibus visant justement à supprimer le réexamen systématique des substances pesticides. Messieurs les rapporteurs, voici donc une première question. Comment rester crédible dans notre défense d'une politique de réciprocité écologique et sociale quand dans le même temps on détricote les normes européennes à coups de lois omnibus ? Pour en revenir à la question du contrôle, mon groupe soutient ardemment la lutte contre les produits importés ne respectant pas les normes européennes. Pour cela, nous avons besoin donc de moyens. Or, ils sont en baisse aujourd'hui. Les effectifs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont diminué de près de 25% en 15 ans. Selon les syndicats, le laboratoire de Montpellier, par exemple, aurait besoin à lui seul de 16 agents supplémentaires pour réussir à effectuer les contrôles prévus en 2025. Nous avons également besoin d'instaurer des sanctions fermes et bien ciblées pour qu'elles ne soient pas contournables, notamment par les grosses plateformes. Messieurs les rapporteurs, vous l'aurez donc compris, il est urgent d'agir pour qu'enfin les Françaises et les Français aient accès à des produits qui respectent leur portefeuille, leur santé et notre environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Gérard Le Seul. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les co-rapporteurs, chers collègues, merci pour votre travail. Pendant de nombreuses années, certains ont cru aux thèses de Fukuyama et la fin de l'histoire, ou encore aux faiblesses de Serge Tchuruk.
Ils ont été naïfs et béats en croyant à la mondialisation heureuse et à la diffusion par le marché libéral d'un modèle social et démocratique sur l'ensemble du globe. Votre rapport nous indique qu'en 2004, les importations françaises en provenance de Chine s'élevaient à 17 milliards d'euros. Elles atteignaient 78 milliards d'euros en 2022, soit une multiplication par plus de 4 en moins de 20 ans. Cette croissance est intimement liée au développement du commerce en ligne et de l'abandon occidental d'une souveraineté industrielle. Votre rapport démontre l'ampleur des risques liés à la commercialisation de produits non conformes importés massivement par le biais de plateformes de commerce en ligne. Ces produits présentent de graves dangers pour certains, pour les consommateurs, allant des médicaments contrefaits et des denrées agricoles contenant des pesticides cancérigènes à des articles pour enfants et nourrissons défectueux tels que des lits, tables à langer ou jouets comportant des risques de chute, d'étouffement, de strangulation, d'incendie ou d'exposition à des substances chimiques interdites. Ces dérives constitue une menace directe pour la santé publique et la sécurité de nos usagers, nos économies, voire nos démocraties. Face à ces fraudes massives et volontaires, la France a engagé par exemple des poursuites judiciaires contre la plateforme Shein à la suite de la vente de produits tels que des poupées pédopornographiques ou des armes blanches. Si cette réponse est présentée comme un signal politique fort, elle intervient bien tardivement, alors que notre pays est inondé depuis de nombreuses années par des produits de piètre qualité qui ne respectent ni nos normes de sécurité, ni nos obligations environnementales, et encore moins nos règles sociales. Malheureusement, cette mobilisation ponctuelle est insuffisante pour constituer une réponse durable. À l'échelle européenne, le Digital Services Act, entré en application en mars 2024, offre des outils intéressants de régulation, mais reste relativement inadapté à la réalité du commerce de produits en ligne. Le texte analyse, pardonnez-moi, j'ai un problème de lecture. Le texte analyse également la réforme douanière européenne en cours qui prévoit la fin de l'exonération des droits de douane pour les achats de moins de 150 € et l'instauration d'une contribution pour les petits colis à hauteur de 3 € par colis. Vous avez fait de nombreuses propositions, vous formulez 29 propositions qui visent à renforcer les contrôles, harmoniser leur efficacité et nous sommes d'accord avec ces propositions. À titre collectif, nous aurions aimé d'ailleurs peut-être ajouter une 30e concernant le devoir de vigilance que vous auriez pu appeler de vos voeux tant en France qu'au niveau européen. Mais parce que votre rapport porte un regard lucide sur la situation et des propositions concrètes, nous soutenons ces propositions et nous voterons pour ce rapport. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je donne la parole à Guillaume Lepers. Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Je souhaite vous remercier au nom du groupe de la droite républicaine pour ce travail approfondi. Voilà près d'un an que j'alerte le gouvernement sur cette concurrence déloyale. Avec cette mission d'information, vous mettez enfin par écrit ce que vivent depuis des années les acteurs du commerce en ligne comme du commerce physique. Pour certains acteurs extra-européens, cette concurrence déloyale est devenue systémique. Leur modèle économique repose sur la violation de nos règles, en profitant du manque d'harmonisation des contrôles au sein du marché commun pour faire entrer des millions de petits colis, parfois et souvent dangereux pour les consommateurs. Et il faut le dire clairement, ces plateformes fraudent en toute connaissance de cause. L'épisode du 6 novembre dernier, avec des avions cargo détournés de Charles de Gaulle vers Liège pour échapper au contrôle douanier français, en est une illustration flagrante. Ces pratiques ont des conséquences très concrètes sur nos territoires. Vous le rappelez dans votre rapport, désertification des cœurs de ville, faillite en cascade dans le textile européen. À cela s'ajoutent des charges croissantes pour les collectivités incapables de recycler des volumes toujours plus importants de vêtements issus de la fast fashion. Je veux saluer aussi le travail mené sur la question de la data. À titre personnel, je reste convaincu que l'épisode Wish a servi de test grandeur nature pour ces entreprises afin de capter massivement les données des consommateurs dans une logique de monétisation. Face à ces dérives, votre mission propose un ensemble de mesures utiles. Je regrette toutefois que l'Union européenne n'agisse pas avec la même rapidité que les États-Unis, où une décision simple a suffi à casser la logique des petits colis pour revenir à celle des containers. Pour autant, je soutiens pleinement vos propositions. Je crois aussi que les autorités françaises et européennes doivent adopter une ligne beaucoup plus ferme
bloquer l'accès aux marketplaces frauduleuses tant que la conformité n'est pas assurée et suspendre immédiatement la distribution de marchandises concernées. Mes chers collègues, l'heure est grave, nous ne sommes qu'au début d'une déferlante. Ces mesures sont un premier pas, mais si nous voulons réellement protéger nos entreprises, nos commerces et nos emplois, alors des décisions beaucoup plus fortes devront être prises. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. On poursuit avec Marie Pochon. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je voudrais commencer par un regret, celui de l'absence des représentants de Shein, de l'audition que vous avez organisée sur le contrôle des produits importés alors qu'on découvrait la vente sur leur plateforme d'armes ou de poupées pédopornographiques. Sans doute que leurs représentants étaient mal à l'aise d'admettre l'entreprise de dérégulation à laquelle ils participent par pur appât du gain ou que 60% des produits importés par petits colis n'étaient toujours pas conformes à nos normes encore en 2020. Mais le malaise n'est pas que celui des industriels de la fast fashion. En agriculture, entre 10 et 25% des produits importés en France ne respecteraient pas les normes minimales applicables aux producteurs français. En 2024, le taux de contrôle physique des produits importés dans l'Union européenne s'est établi à, tenez-vous bien, 0,0082%. La question du contrôle de ce qui se trouve dans nos assiettes, dans nos vêtements, dans les jouets, dans tout ce que nous importons, souvent à bas prix, mettant à mal non seulement notre santé, notre environnement, mais aussi notre tissu artisanal et industriel, est absolument essentielle. Aussi, je souhaitais remercier nos collègues co-rapporteurs pour cette mission. Elle dit le malaise général de notre modèle économique ultra-libéralisé dans lequel nous construisons nous-mêmes le socle d'une concurrence déloyale organisée en important des viandes produites avec des hormones ou des antibiotiques activateurs de croissance interdits chez nous, des produits issus du travail des enfants ou des produits issus de la déforestation importée, alors que dans le même temps, on détricote la loi européenne sur le sujet, même pas encore appliquée. Face à ce malaise grandissant, certains ici prônent de jouer le jeu, d'abaisser nos normes via la fameuse simplification, quitte à mettre en péril notre santé, notre environnement, nos paysages, nos droits sociaux, notre art de vivre, tout ce qu'il faut pour baisser les prix afin de jouer le jeu de la compétition internationale. J'assume de contraire défendre d'autres règles du jeu parce que celles-ci sont inégales, injustes, voire criminelles. De défendre la protection de la qualité et du prix de nos productions, de défendre la hausse des salaires et de nos protections sociales, de défendre notre santé et notre souveraineté. De défendre donc la fin du malaise sur l'accord Union européenne-Mercosur et d'en sortir pour de bon. Ou de défendre des moyens pour les organismes de contrôle plutôt que de vider ceux de la DGCCRF menacés d'une nouvelle baisse de 11% dans le PLF 2026. Alors peut-être serons-nous plus cohérents et un peu moins mal à l'aise. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je donne la parole à Jimmy Pahin. Merci Madame la Présidente. Mais je crois qu'on a à peu près tous la même conclusion sur ce rapport, et quels que soient les bancs sur lesquels nous soyons. Il faut aller, vous avez raison Monsieur Guibert, vers une meilleure qualité des produits et vers plus de contrôle. Mais alors vous êtes un peu pas clair en refusant de taxer un peu plus fort ces petits colis importés. L'Europe avait porté l'ambition de tirer la qualité du monde vers le haut. Ça portait un très joli nom, cette fonction. Et l'objectif, c'était vraiment qu'en 2050, ce soit nos pays importateurs qui aient les mêmes normes de qualité que nous ayons en Europe. J'ai peur qu'on en prenne un chemin complètement inverse avec ce qui va se passer aujourd'hui à Bruxelles et avec l'omnibus. Moi, vous avez des chiffres importants, 3 millions de conteneurs importés, 375 millions de petits colis, 82 pour 1000 colis contrôlés, et c'est pas 60%, le chiffre qu'on avait, Madame Pochon, c'est pas 60%, c'est 90% ne correspondent pas aux normes. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut vraiment qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Nous sommes le continent le plus puissant en termes de consommation. Je crois qu'il faut vraiment, pour renforcer notre industrialisation et notre consommation, il faut qu'on arrive à apporter nos pays avec lesquels nous échangeons au même environnemental que nous. Vous savez, la solution brutale qu'a choisie les États-Unis de taxer de plus de 50%, c'est ça que vous disiez tout à l'heure, ces petits colis, c'est une solution brutale, mais une solution efficace pour arriver à tirer la qualité des produits vers le haut. Voilà, merci encore pour votre rapport, on le signera, on essaiera de le porter. Maintenant, il faut continuer à le porter dans tout, parce que mine de rien, on est tous un peu d'accord. J'ai vraiment le sentiment qu'on porte cette idée de meilleure qualité, de refus d'une concurrence totalement dérégulée pour le bien et puis pour l'avenir aussi, parce que ce rythme-là, vous savez, on a une obligation de baisser notre consommation plastique. À ce rythme-là, cette consommation, elle ne va pas baisser, elle va être multipliée par 3. Mettons-nous au travail, portons un petit peu la voix de la France dans ces négociations-là, et joyeux Noël.
Merci, monsieur le député. On poursuit avec Jean-Michel Brard. Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail approfondi et rigoureux mené par nos collègues rapporteurs. Les nombreuses auditions, les déplacements sur le terrain et la qualité de l'analyse produite font de ce rapport un document de référence. Votre travail part d'un constat clair et étayé. La France, et plus largement l'Union européenne, ne maîtrise pas les flux de produits qui entrent sur leur territoire. Moins de 0,1% des produits importés dans l'Union européenne font l'objet d'un contrôle physique. Cette situation fragilise lourdement notre tissu économique. Elle met en danger les consommateurs confrontés à des produits non conformes, parfois dangereux, et elle aggrave les atteintes à l'environnement. Sur le terrain, la réalité est brutale. Avant-hier, lors d'un rendez-vous de travail avec les représentants des agriculteurs de ma circonscription du Pays de Ré en Loire-Atlantique, ils m'ont encore alerté. Ils subissent une concurrence déloyale. Nos agriculteurs et nos filières agroalimentaires respectent des normes sanitaires, environnementales et des productions auxquelles ne sont pas soumis les produits importés. Le sentiment d'injustice est profond et, vous le savez, la colère ne faiblit pas. Prenons 2 exemples concrets. L'Union européenne s'apprête à ratifier un accord de libre-échange avec le Mercosur qui permettra aux entreprises européennes d'exporter des produits industriels et des services en étant exemptés de droits de douane. En contrepartie, ce sont à terme 99 000 tonnes de bœuf par an qui pourraient entrer sur le marché européen à un taux préférentiel, 60 000 tonnes de riz et 45 000 tonnes de miel. Un quota d'importation en franchise de droit de 180 000 tonnes de volailles est aussi prévu sur 5 ans. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Maroc, vieux de 25 ans, impose une pression sans cesse plus grande sur nos producteurs de tomates cerises et crée une situation ubuesque. Dans les supermarchés français, à côté de chez nous, les barquettes de tomates cerises allongées d'origine Maroc sont vendues 99 centimes d'euros les 250 grammes. Et les barquettes de tomates origine France, produites par nos maraîchers, sont vendues à 2,29 € les 250 grammes. Force est de constater que le principe de réciprocité n'est pas opérant pour garantir une équité dans les échanges commerciaux. Le recours aux clauses miroirs, qui aurait pourtant mérite d'harmoniser et d'aligner davantage les normes auxquelles doivent se soumettre les producteurs, reste limité. Les nombreux obstacles rendent l'extension et l'application de ces clauses miroirs particulièrement complexes et incertaines. Messieurs les rapporteurs, avez-vous identifié d'autres leviers qui permettraient de protéger nos agriculteurs et notre filière agroalimentaire? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. On poursuit avec Marc Chavant et on aura ensuite 4 questions de 1 minute que je prendrai tout de suite après les orateurs. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues. Tout d'abord, encore une fois, merci pour la qualité de votre travail mené sans aucun tabou. La meilleure preuve, c'est que sur l'ensemble de ces bancs, on est d'accord sur le constat, même si on n'est pas forcément d'accord sur les solutions. Tout a été dit, ou beaucoup de choses, mais je vais revenir quand même sur des chiffres. Plusieurs milliards de petits colis qui arrivent en Europe chaque année. Le chiffre double tous les ans. 1 million de colis qui arrivent en France, de petits colis qui arrivent en France chaque jour. Sur ces 1 million de colis, 82 contrôles. Donc ma première remarque, c'est même pas une question, c'est que la puissance publique ne met pas les moyens de contrôler ce qui arrive sans taxe, sans aucune, des produits qui ne correspondent à aucune norme. Et il faudrait peut-être déjà commencer par mettre les moyens pour effectuer des contrôles. 82 contrôles, 82 colis contrôlés sur 1 million de colis qui arrivent chaque jour. Je pense que voilà, c'est effrayant. Je note que plus de 50% de l'empreinte carbone française est due à nos importations. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas... moi, une fois n'est pas coutume, je partage l'analyse de Marie Pochon sur ces sujets. Alors, je le souligne parce que c'est pas... Voilà, je le dis. Il faut absolument, quand on voit ces chiffres, se donner les moyens et que ce rapport ne reste pas comme beaucoup de rapports, un rapport de plus où on fait des constats et puis après le rapport est enterré et ne débouche sur rien. Donc je pense qu'il est urgent de réagir parce que ce sont nos emplois, c'est les finances publiques qu'on assèche, c'est en fait la ruine de notre pays pour des colis qui arrivent sans aucune régulation et principalement de Chine. Donc, et sans jeu de mots. Je note que vous voulez conférer le statut d'importateur présumé aux plateformes d'e-commerce dès lors que les importateurs
producteurs, vendeurs ne sont pas identifiés, donc c'est une bonne chose. Encore faut-il, encore une fois, pouvoir contrôler ces flux, et si les produits arrivent en flux tendu de Chine, je pense que ce sera impossible. Donc je pense que vous avez des mesures à nous proposer pour qu'à un moment donné, ces colis soient stockés en Europe pour pouvoir enfin les contrôler efficacement, les détruire et puis faire payer ceux qui sont en train, une fois de plus, de tuer notre économie. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. On passe aux questions de 1 minute et je donne la parole à Sébastien Imbert. Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, en tant que membre de cette mission d'information, j'ai pu me rendre compte à l'occasion d'un déplacement sur la plateforme logistique de l'aéroport Charles de Gaulle de l'ampleur de la déferlante de produits de piètre qualité qui inondent le marché français et qui mettent en danger la sécurité des personnes et l'économie nationale. En France, on estime entre 15 et 22% la part des importations de meubles en provenance de Chine et dans le même temps, 65% des meubles des Français sont importés. Ceci constitue une concurrence low cost que nos fabricants français ne peuvent malheureusement contrer. Cependant, le marché du meuble en France reste dynamique et pèse 12,5 milliards d'euros, fait vivre 13 260 entreprises de fabrication et 75 000 salariés. Dans mon département des Vosges, c'est 700 emplois directs que l'industrie du meuble fait vivre. Alors que la concurrence internationale déloyale menace notre industrie du meuble en inondant notre marché de produits à bas coût, quelles sont vos préconisations pour protéger notre tissu industriel? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je donne la parole à Olivier Becht. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense qu'en fait, on est tous d'accord. D'abord, on a les standards en Europe et en France les plus élevés au monde. On aimerait tous que le monde entier rejoigne nos standards. Malheureusement, il faut être réaliste, ce ne sera pas le cas. Il nous a fallu des décennies pour atteindre ces standards et donc le monde entier prendra des décennies, voire peut-être davantage, pour rejoindre les standards que nous avons actuellement. Et en attendant, malheureusement, il y a une concurrence déloyale qui s'exerce vis-à-vis des produits qui rentrent. Alors que faut-il faire ? Évidemment, garder toutes les normes qui protègent notre santé et notre sécurité. Imposer à tous les produits importés de respecter nos normes pour éviter justement cette concurrence déloyale. J'attire votre attention que ce ne sont pas des clauses miroirs, mais des mesures miroirs. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans la législation, que ce soit précisé, non pas dans les traités de commerce, que ce sont les normes européennes qui doivent s'appliquer à l'importation, ce qui pose d'ailleurs des problèmes sur les règles de l'OMC. Il faut des contrôles stricts. Et puis il y a un éléphant dans la pièce, si vous me permettez quand même, un sujet dont malheureusement personne ne parle, c'est le pouvoir d'achat. Parce qu'à partir du moment où on met des produits made in France, les Français veulent du made in France, mais ils veulent aussi du made in France parfois au prix du made in China. Et donc, il faut absolument insister sur cette question de modèle économique qui permette aux Françaises et aux Français d'acheter ces produits. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je donne la parole à Fabien Di Filippo. Bienvenue dans notre commission. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs. Effectivement, on assiste à l'explosion de l'importation de petits colis en Europe. Le chiffre de 12 millions de colis par jour, c'est-à-dire 145 colis à la seconde, à 91% en provenance de Chine, donne le vertige. Même si les contrôles douaniers font des efforts remarquable, eh bien, il faut savoir que sur 1 million de colis importés en France, on en contrôle 82. C'est-à-dire que le taux de contrôle est à 3 chiffres après la virgule. Donc les douanes sont structurellement incapables de suivre la hausse de ces volumes-là. Et quand on voit les statistiques du ministère des Comptes publics sur la non-conformité, on atteint 94% sur les produits achetés en ligne, avec 2/3 de produits estimés dangereux. Et en cette période de Noël, si on parle des jouets, c'est 96% des jouets testés provenance d'Asie qui sont non conformes et 9 sur 10 quasiment qui sont dangereux. Donc 3 remarques, 3 questions afin de lutter contre la concurrence déloyale. Commerce de la mode, par exemple, a perdu 14 000 entreprises et près de 47 000 emplois au cours des 12 dernières années. Alors d'une part, peut-on arrêter d'importer ce que la France n'a pas le droit de produire? Je parle en agissant sur les substances interdites. Ça serait un premier axe d'accueil et d'action. Et le deuxième, peut-on envisager un déréférencement automatique des marketplaces si plus de 5% des produits non conformes étaient détectés, afin de protéger nos productions françaises et les consommateurs? Je vous remercie.
Merci, monsieur le député. Je donne maintenant la parole à Justine Gruet, que je Merci, souhaite la madame bienvenue la dans notre commission présidente. également. On a une dissonance finalement entre la volonté de normes importantes et essentielles concernant la santé publique, l'environnement et le respect des droits de notre société qui est voulu par les Français. Par contre, on a aussi cette difficulté de pouvoir d'achat et le coût est nécessairement différent entre un produit fabriqué en France et en Union européenne et ces produits importés par Shein qui ne respectent pas toujours l'éthique que les Français souhaitent dans leur consommation. Je tenais à remercier toutes les personnes, notamment les douanes, pour leur rôle de contrôle essentiel. Merci aux 2 co-rapporteurs de leur engagement sur ce sujet. Quelle suite pourrons-nous donner pour une réelle efficacité et finalement redonner toute sa place à nos commerces de proximité? Est-ce qu'ils ont les mêmes armes pour arriver à conserver leur activité commerciale? Et comment on peut s'en jeter la pierre aux Français qui, dans une période difficile en termes de pouvoir d'achat, peuvent être tentés par cette facilité de commande à toute heure du jour et de la nuit, à des coûts qui défient toute concurrence, et que justement ils arrêtent d'avoir cette dissonance entre ce qu'ils souhaitent au fond d'eux-mêmes, c'est-à-dire consommer français avec des produits qui respectent les normes que nous imposons ici, et finalement cet accès en libre service à des produits qui ne répondent absolument pas à l'éthique qu'on souhaite voir en France. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je vais donner la parole maintenant aux 2 co-rapporteurs pour qu'ils puissent nous faire une réponse globale et puis Monsieur le Président s'il souhaite aussi faire des réponses ou une conclusion. Allez-y. Oui, donc concernant la première intervention donc de M. Magnier, effectivement, vous l'avez souligné sur la faiblesse des contrôles, puisque aujourd'hui, vous l'avez rappelé, 0,0082% des produits entrants sont contrôlés. Donc on est dans l'infiniment petit, on va dire. Et pourtant, on a des services de douane présents notamment dans les ports et dans les aéroports français. Mais effectivement, aujourd'hui, ils travaillent avec un code des douanes qui est dépassé justement notamment par ce flux des petits colis, qui aujourd'hui, la procédure est identique aussi bien pour contrôler un conteneur qu'un simple colis. Donc il y a besoin de réformer complètement ça. Et effectivement, il faut aussi un renforcement des moyens humains sur le terrain, des moyens humains des services des douanes, de la DGCCRF, et des services vétérinaires. Et vous l'avez souligné aussi, aujourd'hui, lutter contre le bilan carbone, sans rappeler effectivement le chiffre, c'est 56% des émissions de gaz françaises qui sont liées aux produits d'importation. Et il faut le rappeler, puisque vous avez tout de suite rebondi notamment sur le Mercosur et notamment sur l'éventualité des clauses miroirs. Alors moi, dans ce rapport, c'est vrai que je me porte un peu en faux, puisque je ne suis pas favorable justement aux ces clauses miroirs, parce qu'accepter ces clauses miroirs serait accepter le Mercosur. Et moi, je rejette le Mercosur dans son ensemble, puisqu'on le voit bien, aujourd'hui, on n'arrive pas à effectuer des contrôles au niveau de nos frontières, aussi bien françaises qu'européennes. Donc on ne pourrait pas vérifier justement que ces clauses miroirs soient parfaitement adaptées. Et pour vous donner quelques chiffres, par exemple, pourquoi je suis fortement opposé à ce Mercosur, et d'ailleurs mon collègue co-rapporteur aussi, 60% aujourd'hui au Brésil, par exemple, 60% des pesticides qu'ils utilisent sont non conformes à la législation européenne. Et si vous prenez effectivement d'autres chiffres, vous prenez par exemple pour la viande bovine, aujourd'hui il suffit d'un coup de tampon d'un vétérinaire local en Argentine qui explique que cette viande est conforme à nos exigences européennes. Donc dans ces conditions, on ne peut pas faire confiance à ses partenaires sur la véracité d'éventuelles clauses miroirs. Donc c'est pour ça que je suis opposé à ces clauses miroirs, parce que aujourd'hui on ne peut pas contrôler ce qui s'y rentre. Et vous imaginez bien un coup de tampon au niveau local d'un vétérinaire, vous imaginez bien que c'est un petit peu faible, d'autant plus que notamment sur certaines choses, comme notamment, et ça c'est Madame Pochon qui l'a souligné tout à l'heure, qui a parlé du bœuf aux hormones. Et il faut savoir que sur le bœuf aux hormones, les systèmes de tests utilisés aujourd'hui ne détectent ces hormones que sur les dernières semaines de vie du bovin. Donc vous imaginez, ils sont donnés notamment en début de croissance de ces bovins. Donc à la fin de vie de ces bovins, en fait, ces hormones ne sont plus détectables. Donc c'est pour ces raisons effectivement que je suis opposé fortement au Mercosur. Et merci d'avoir posé cette question. Et en rappelant que 8 à 12% de l'alimentation que nous importons est non conforme à nos exigences sanitaires et normatives. Merci. Merci Madame la Présidente. Simplement peut-être pour répondre individuellement à chacun de nos collègues et vous remercier pour la qualité de vos interventions et aussi l'attachement que vous avez porté à notre rapport.
Concernant la question de Daniel Brulebois, on a dans notre mission d'information auditionné notamment la Fédération du jouet. Je sais que dans votre département, mais ce n'est pas dans votre circonscription, vous avez Jeux Jura. Et on peut voir à quel point notre industrie du jouet... C'est chez vous, dans votre circonscription, et à quel point cette industrie du jouet, à quelques jours de Noël, est concurrencée par des jeux achetés en ligne qui, selon la fédération que nous avons auditionnée, sont à 86% dangereux. Je ne parle pas de non-conformité, je parle de danger pour les enfants. Et donc c'est vraiment laisser la possibilité à des plateformes de vendre des jouets qui non seulement concurrencent ceux qui sont produits dans votre circonscription, mais en plus sont dangereux pour les enfants. Donc c'est un cadeau empoisonné qui est fait à nos enfants. Et quand ces jouets sont détectés, la charge de la destruction, comme vous l'avez dit, revient au contribuable et non pas à celui qui l'a envoyé dans notre pays, ce qui est quand même complètement dingue. C'est comme si vous étiez pris en flagrant délit sur la route et que l'amende était payée par votre voisin. On est rentré dans un système qui n'a vraiment pas de sens. Notre collègue Sylvain Carrière nous a alerté sur la question du miel et il a raison. Le rapport que nous remettons devant vous aujourd'hui a un paragraphe entier sur la question du miel. 46% du miel importé des pays tiers est mis sur le marché de l'Union européenne et suspecté d'être frelaté, c'est-à-dire un miel sur deux, pendant que toute notre apiculture est en train de mourir parce que nous importons des miels qui contiennent des sucres qui ne sont donc pas du miel mais qui sont indétectables pour le consommateur. Et même concernant la Chine, 75% du miel venant de Chine serait frauduleux. Il y a un sujet qui certainement nous pose question ou peut-être nous dissociera, c'est la question du détricotage des normes nationales comme vous avez pu l'évoquer. Mais j'avais beaucoup de doutes au début de cette mission d'information et au fur et à mesure des auditions, on a quand même constaté qu'à chaque fois que nous créons une norme supplémentaire en France, nous n'avons pas la possibilité d'arrêter le produit à la frontière nationale. Pourquoi ? Parce que les importateurs sont très forts dans leur capacité à choisir leur point d'arrivée sur le territoire du marché commun. Et donc, si jamais il y a une norme française qui interdit l'importation d'un produit, ils vont l'envoyer à Liège, à Berlin, à Amsterdam. Et une fois qu'il est rentré sur le marché commun, c'est le droit européen, nous n'avons plus la possibilité de le bloquer. Et donc, soit nous sortons du marché commun et nous remettons en place des règles nationales avec des contrôles aux frontières nationales, ce qui n'est évidemment pas mon souhait, mais soit sinon cette disposition-là est inefficace, et c'est notamment le cas du diméthoate que nous avions interdit en France pour les cerises et qui a mis 4 ans ensuite à être interdit à l'échelle européenne. Et pendant ces 4 ans-là, nous avons arraché les cerisiers pendant qu'on continuait à importer ces cerises qui n'arrivaient certes plus sur les ports français ou les aéroports français, mais qui arrivaient dans les aéroports et ports européens. Notre collègue Gérard Le Seul nous a alerté à juste titre sur la question du DSA, le Digital Service Act. En fait, cette réglementation européenne a été conçue il y a quelques années pour réguler les grandes plateformes en ligne. Et à l'époque, nous pensions surtout à Facebook, Meta, X. Et donc, l'enjeu du DSA, c'était de réguler les propos xénophobes, racistes, antisémites et tous ceux contre lesquels nous luttons tous les jours. Et donc, la réglementation qui a été voulue, ça a été de dire le rôle de Facebook, c'est de retirer ce contenu. Et c'est exactement le même mécanisme qui s'applique aujourd'hui à Chine et aux grandes plateformes commerciales. On leur demande de retirer les armes, de retirer les poupées pédopornographiques. Mais la différence avec du contenu xénophobe, antisémite, raciste ou je ne sais quoi, c'est qu'ils se sont fait du bénéfice sur ce contenu-là. Et donc c'est là où il y a une défaillance dans le DSA, c'est que le DSA n'a pas envisagé la possibilité de réguler des plateformes commerciales qui vendent des biens et non pas qui mettent simplement en ligne du contenu. Et c'est là où il y a une évolution nécessaire et qu'il est inadapté. Et j'espère que les travaux dont vous avez souligné la qualité avec notre président Romain Eskenazi qui est de votre groupe, Monsieur Le Seul, pourront aboutir à une proposition de loi peut-être transpartisane qui pourra nous réunir pour essayer au niveau national de combler les trous. Notre collègue Guillaume Lepers, dont je tiens vraiment aussi à saluer l'engagement dans cette mission d'information, parce qu'il était l'un des premiers, notamment avec les commerces de Villeneuve-sur-Lot, et puis aussi avec le rôle que vous avez joué à Jiffy, à nous alerter sur la question des guirlandes électriques à Noël, où les contrôles ne sont pas les mêmes, et on ne peut pas dire que ce sont les mêmes guirlandes qui sont vendues sur les grandes plateformes asiatiques que celles qui sont vendues dans des magasins comme ceux de Jiffy. Et donc c'est normal qu'il y ait une distorsion de prix et une distorsion de concurrence. C'est vraiment un enjeu, mes chers collègues, peut-être important, c'est celle du pouvoir d'achat. On dit, enfin, il faut aussi faire attention à ça. L'enjeu, ce n'est pas un enjeu de pouvoir d'achat. L'enjeu, c'est de ne pas permettre à des vendeurs de vendre des produits qui ne sont pas conformes. Ce n'est pas une question de est-ce que c'est du made in China ou du made in je ne sais quoi. La question, c'est que quoi qu'il arrive sur notre territoire, ça doit être conforme et ça ne doit pas être dangereux pour nos enfants. Les guirlandes électriques ne doivent pas prendre feu sur le sapin. Et ce n'est pas un enjeu de est-ce que ça coûte 2 €, 3 € ou 10 €. Ça ne doit pas prendre feu. Et si ça ne devait pas prendre feu, les coûts seraient certainement similaires.
Notre collègue Marie Pochon, et je pense qu'on a les mêmes attaches agricoles, nous alertait sur la question des hormones de bœuf. Et elle a raison, et la seule manière de pouvoir contrôler ça, c'est ce que la Commission européenne commence à faire, timidement, mais qui nous a vraiment interpellés, c'est l'envoi d'inspecteurs dans les pays tiers, et notamment dans les pays qui nous envoient des matières agricoles. Elle commence à le faire, c'est l'unité F, située en Irlande, de la Commission européenne, de la direction santé, qui a en charge d'envoyer dans les pays tiers, de faire des audits sur pièce et sur place auprès des importateurs, notamment de viande, afin de s'assurer que les services certificateurs font leur boulot correctement. Et ils ont fixé comme cible aujourd'hui cette direction de faire 38% des audits à réaliser dans les pays tiers. C'est-à-dire qu'elle fait à la fois des audits dans les pays des États membres et dans les pays tiers. C'était très peu dans les pays tiers et maintenant ils se sont mis pour objectif d'atteindre 38%, ce qui montre que l'on peut au sein d'un même service à la fois contrôler nos entreprises nationales mais aussi d'envoyer des inspecteurs dans les pays tiers. Il y a quand même un biais à tout ça, c'est qu'ils commencent à faire des visios, donc des contrôles sur pièce et sur place en visio depuis l'Irlande dans des pays tiers. On peut se douter que le contrôle n'est pas très efficace et ça fait partie des recommandations de notre rapport. Sur la question de notre collègue, je laisserai peut-être notre collègue rapporteur sur Jimmy Pain, mais juste pour terminer peut-être mes réponses sur notre collègue Jean-Michel Brard qui nous alerte sur la question de la concurrence déloyale agricole. Vous l'avez vécu dans votre circonscription avec le port de Pornic. L'une des choses que nous révélons dans notre rapport, c'est que 90% du poisson que nous consommons est désormais importé. Ce qui montre bien, d'un point de vue historique, ce scandale absolu d'avoir à la fois ouvert notre marché sans contrôle et rajouté des normes supplémentaires à nos pêcheurs, et ce qui a conduit à la baisse de la production sans baisser la consommation, avec un taux aujourd'hui de dépendance aux poissons de 90%. Et donc la seule possibilité pour nous d'arriver à rééquilibrer ça, c'est de protéger nos agriculteurs avec des mesures miroirs et surtout avec l'envoi d'inspecteurs dans les pays tiers pour aller contrôler dans les pays africains, américains, chinois, comment sont produits les produits agricoles. Et ça nécessite des efforts financiers. Notre collègue Fabien Di Filippo, qui est particulièrement concerné, notamment dans sa circonscription à Sarrebourg, avec la présence de Steelcase, par exemple, qui est quand même un constructeur de meubles important. On a auditionné la Fédération de l'ameublement, qui est concurrencée de manière frontale maintenant depuis 20 ans par les plateformes asiatiques, et près de 90% des produits proposés par des vendeurs sur les grandes plateformes asiatiques en matière d'ameublement se sont révélés non conformes. C'est une table allongée qui est dangereuse pour l'enfant, c'est un bureau qui ne tient pas debout, et c'est un enjeu très important. Sur la question que vous nous posez sur la déréférencement des plateformes, ça nous a été soumis par les douaniers, notamment à Roissy, de dire il faut nous créer une présomption de non-conformité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trouvé différents produits qui sont non conformes, on doit pouvoir dire qu'il y a une présomption de non-conformité sur l'ensemble des produits vendus sur la plateforme. Et c'est notamment ce que le gouvernement a voulu faire en bloquant 200 000 colis Chine à Roissy pour montrer que 80% de ces produits étaient non conformes, pour que devant le juge, on puisse montrer des éléments de preuve qui disent que ce n'est pas un fait particulier, mais que c'est un fait, comme le dit le DSA, systémique, un risque systémique qui doit aboutir à la fermeture de la plateforme. Et puis enfin, peut-être sur les questions de pouvoir d'achat, nous avons pu répondre à la question d'Olivier Becht, mais sur la dernière question de Justine Gruet, j'espère qu'on aura une proposition de loi transpartisane. Vous avez à Dole, dans votre circonscription, de nombreux commerces. Nous vivons en ce moment ce que nous avons vécu dans les années 80. Nous avons vécu la désindustrialisation du pays et nous vivons en ce moment la décommercialisation du pays. Et il n'est pas normal qu'on laisse concurrencer nos commerces de proximité par des plateformes en ligne qui vendent tout et n'importe quoi, alors que nos propres commerçants, eux, se voient contrôlés par évidemment l'inspection du travail, mais aussi pour la qualité de leurs produits, et ont une responsabilité dans la vente de leurs produits. Et c'est pour ça que l'on affirme haut et fort que ce qui est illégal dans nos commerces de proximité doit aussi être illégal en ligne, avec des sanctions fortes. Je vous remercie. Alors, je vais compléter peut-être certaines réponses. Je vais essayer de ne pas être redondant sur les réponses, parce que beaucoup de réponses ont été formalisées par Antoine Vermorel-Marquez. J'en suis parfaitement d'accord. Alors, peut-être juste pour compléter, au niveau de la réponse de Madame Brulebois, vous avez souligné la concurrence déloyale, et notamment au niveau de la filière jouet. Et vous avez entièrement raison. Et notamment, dans ce rapport, on en parle, page 47, notamment sur une étude lancée par l'association UFC Que Choisir, donc qui a été menée récemment, en octobre 2025, notamment sur Temu et Shine, sur
sur 27 chargeurs USB, 27 jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans et 27 bijoux sur chaque plateforme. Et en fait, il y a des défauts majeurs de marquage de conformité erroné sur les boîtiers se brisant lors d'une simple chute. Donc on peut se poser la question, c'est quand même pour des enfants, ou alors des broches qui se tordent ou s'enfoncent anormalement. Donc en fait, on voit bien que sur l'entièreté des produits testés, il n'y en avait que 2 qui répondaient aux normes. Donc on voit bien effectivement la difficulté. Et lors d'ailleurs de notre visite à Aéroport de Paris, on avait pu, notamment lors d'ouverture de colis avec les services de douane, tomber notamment sur certains produits. Notamment, je me souviens d'une lampe de copie Minecraft qui sont particulièrement aimées par nos enfants, avec un marquage CE, et il suffisait de faire une légère torsion de cette lampe pour voir qu'elle pouvait se briser. Donc on voit bien là justement le fait que le produit n'est pas aux normes et qu'il y a aussi une falsification du logo CE. Et vous avez demandé également plus de moyens, notamment pour les services de douane, et vous avez entièrement raison, puisque Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, en 2022, 170 millions de colis, en 2024, 775 millions de colis, c'est uniquement pour l'aéroport de Paris, et dans le même temps, on n'a pas bougé d'effectifs, c'est-à-dire autour de 1400 agents des douanes pour l'aéroport de Paris. Donc en fait, ils ne peuvent pas se démultiplier, il y a un volume à traiter qu'ils sont aujourd'hui incapables de pouvoir traiter, et c'est pour ça qu'il faut avancer peut-être aussi vers d'autres solutions en plus de l'humain, peut-être avancer aussi sur les passeports uniques, et également aussi sur l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux cibler les produits. Madame Pochon, j'avais répondu une partie, notamment sur le bœuf aux hormones, vous l'avez souligné, il y a peu de contrôle, et ça, nous en sommes d'accord. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est aussi, je suis opposé à toute forme de surtransposition aux règles européennes, et vous dénoncez justement qu'il y avait une baisse des moyens de la DGCCRF, et vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, il ne faut pas baisser les moyens de la DGCCRF, puis il faut bien sûr les démultiplier, tout comme les services de douane, pour pouvoir effectuer des contrôles, de véritables contrôles dans nos points d'arrivée en France et partout en Europe d'ailleurs, puisque c'est l'espace Schengen. Et également pour Monsieur Pahin, puisque vous m'avez interpellé effectivement sur le fait que je me dissocie sur une des propositions. C'est vrai qu'on est assez d'accord sur quasiment toutes les propositions, sauf 2, il me semble, et notamment sur la taxe des petits colis, où effectivement je ne suis pas en accord. Je vais répondre pourquoi, de façon extrêmement claire. Moi, je pense que cette taxe, si elle a lieu d'être, il faut qu'elle soit européenne et pas franco-française. Je vais vous citer également lors d'auditions que nous avons menées. Nous avons notamment un certain nombre d'interlocuteurs qui nous ont, notamment la fédération du e-commerce ou la fédération justement du textile, et également certains services de douane d'autres pays européens, qui nous ont simplement alerté que si cette taxe franco-française est appliquée, en fait le flux de ces colis ne serait plus livré en France, mais serait livré dans d'autres pays européens. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple très concret, lorsque Madame la ministre a bombé le torse en disant on va bloquer tous les colis Shine, et elle avait raison et entièrement raison de le faire, sauf qu'en fait elle a bloqué 200 000 colis en 24 heures, mais dans la réalité c'est que 36-48 heures après, il n'y avait plus quasiment plus aucun colis qui arrivait en France, parce qu'en fait ils étaient tous livrés dans d'autres aéroports en Europe, et donc en fait on contourne la difficulté, c'est-à-dire que demain, vous êtes certain que là, si on a 775 millions de colis qui arrivent à l'aéroport de Paris, si demain cette taxe rentrait en vigueur uniquement en France, vous tomberez certainement à 50 ou 100 millions, puisque les autres produits seraient livrés à Liège ou à Francfort ou à Milan, puisque de toute façon c'est l'espace Schengen, et pour l'industrie chinoise, livrer Milan, Francfort ou Paris, c'est la même chose et c'est le même coût pour eux. Donc en fait on contournerait le problème, donc il faut qu'il y ait une réponse européenne, et encore une fois on se trompe de cible, c'est-à-dire qu'en définitive on cible le consommateur, parce que c'est le consommateur qui va payer cette taxe, au lieu de rendre responsable ces marketplaces, et encore une fois en fait on répond à une problématique par une taxe, et moi j'estime que effectivement la problématique c'est que ces produits ne sont pas aux normes, c'est soit ils sont aux normes, soit ils ne sont pas aux normes. S'ils ne sont pas aux normes, ils devraient être interdits sur le territoire européen, tout simplement. Merci. Je vous remercie Madame la rapporteure, Messieurs les présidents. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour mon absence de quelques minutes de cette commission. On a pu me faire par écrit un retour sur les interventions que j'ai pu manquer, et je m'en excuse encore une fois. Par rapport au contrôle qui est revenu plusieurs fois, ce chiffre qui est effectivement assez marquant dans le rapport, 0,008% des contrôles, on dit qu'il faut faire quelque chose, il faut renforcer les contrôles. Mes chers collègues, moi j'ai proposé un amendement au PLF pour augmenter de 10% le moyen des douanes. Même si on multiplie par 100 le nombre de douaniers, et je pense que vous êtes toutes et tous conscients ici des contraintes budgétaires qui sont les nôtres, et c'est pas beaucoup mieux chez nos voisins européens. Même si on multiplie par 100 les contrôles, on sera encore en dessous de 1%.
Donc clairement, il faut les augmenter et les renforcer, mais ça ne peut pas être notre salut. Nous n'arriverons jamais à contrôler la majorité, plus de 50% des colis qui arrivent. Il faut agir en amont et interdire et faire en sorte que ces produits n'arrivent pas sur le sol national. Je rappelle que la France a le déficit commercial le plus important de l'Union européenne. Nous sommes à 993 milliards d'euros d'importation en 2024. Et donc, c'est bien... Pardon ? Non, vous m'avez pas laissé 993 milliards d'importations, c'est ce que j'ai dit, j'ai pas dit de déficit, j'ai dit d'importation. Et faisant de nous le premier déficit commercial, effectivement, en Europe. Donc les importations sont massives, nous sommes totalement dépendants pour un certain nombre de produits, et donc les importations vont continuer. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne puisse plus importer par mini-colis des produits qui sont interdits. On a parlé beaucoup des conséquences en termes de sécurité, on a parlé des jouets, on a raison. Je pense que c'est une des industries les plus en souffrance à cause de cette concurrence déloyale, en plus du textile, mais également de l'électronique, de l'ameublement. Et sans mettre de côté, bien sûr, même si ça n'arrive pas par petits colis, l'importation de produits agricoles. Notre collègue rapporteur a parlé de 8 à 12% de non-conformité aux lois européennes, mais si on prend les normes françaises qui sont un peu plus dures encore, c'est 25%, c'est-à-dire un quart des produits qui sont importés qui ne respectent pas nos lois, qui ne respectent pas nos normes. En termes de conséquences écologiques, vous avez, et j'étais rapporteur sur le budget aérien l'année dernière, le secteur aérien est le seul secteur économique français qui augmente ses émissions de gaz à effet de serre chaque année. Juste si on prend simplement Chine et Temu, c'est 90 avions cargo par jour qui arrivent en Europe uniquement avec des petits colis Chine et Temu, et avec également la pollution sur les routes, camions, camionnettes pour les derniers kilomètres qui augmente également. Un chiffre qui m'a beaucoup marqué également, 24% de ces colis sont retournés. Un produit sur 4 qui est livré est retourné, générant encore des flux logistiques en termes de production de gaz à effet de serre. Donc il faut agir en amont pour empêcher que ces colis avec des produits illégaux arrivent. Un certain nombre d'initiatives sont prises actuellement qui vont dans le bon sens, d'autres qui vont pas du tout dans le bon sens. Les initiatives qui vont dans le bon sens, effectivement, le DSA, on en a parlé, le Digital Services Act, voté en 2022, appliqué en 2024. La Commission européenne est en train de recruter 150 personnes pour le mettre en œuvre. Quand on allait à la Commission européenne, certains le décrivent comme un outil très puissant et d'autres disent plutôt, et je reprendrai les propos de notre rapporteur, que effectivement ces dispositions sont plutôt prévues pour les réseaux sociaux. Moi, je reprendrai une autre analogie. Si je roule, moi, à 180 km/h en centre-ville, je suis aujourd'hui arrêté par la police, on me demande simplement de rouler désormais à 50 km/h. Et c'est tout. Il ne m'arrive rien, ni amende, ni retrait de permis. Et même d'ailleurs, ce n'est pas la police qui m'arrête, mais c'est à un citoyen de la ville de signaler à la police que je roule à 180 km/h. Mais en fait, c'est aujourd'hui les citoyens qui font le rôle d'alerte. C'est un citoyen qui a découvert cette poupée, qui l'a signalé au service de contrôle. Et effectivement, c'était toi pour les armes. Mais en tout cas, ça veut dire que pour ne pas renier leur marge en développant des IA ou en recrutant des personnes, des femmes et des hommes pour faire le service qualité, eh bien le service qualité est assuré par les citoyens eux-mêmes et par les administrations payées par nos impôts, mais pas par l'entreprise elle-même, comme le font l'ensemble des boutiques. On reprend souvent l'analogie de la place de marché. Effectivement, le placier du marché ne peut pas être responsable si le boucher sur son marché a une vente qui déclare comme charolaise et qu'au final, elle n'est pas charolaise. À ce niveau de détail, on peut effectivement entendre que ça n'est pas au placier de marché de vérifier la bonne conformité de l'ensemble des produits qui sont vendus. Mais lorsque vous avez un contrôle sur un marché et que 90% des produits vendus sur ce marché sont illégaux et non conformes, je peux vous garantir que vous auriez un arrêté préfectoral de fermeture de ce marché en attendant que les produits se mettent aux normes. Ça n'est pas le cas aujourd'hui sur les plateformes en ligne. Il faut donc changer notre droit pour l'adapter à la nouvelle réalité de ces pratiques commerciales. Ce qui va dans le bon sens, j'ai dit le DSA, la réforme douanière qui est en cours, effectivement l'annulation de cette absence de droit de douane à moins de 150 €. Cette taxe petit colis, je vous rassure, chers collègues, qui ne sera pas franco-française, c'est un signe qu'on envoie à l'Europe, mais qui sera bien européenne. Les fédérations demandent même plutôt 25 € pour ajuster la compétitivité prix. Je rappelle qu'aux États-Unis, c'est 140% d'augmentation de droits de douane qui ont résulté effectivement un véritable déport du marché européen, marché américain, vers le marché européen. Juste Temu a dépensé l'année dernière 2 milliards € en publicité pour vendre ses produits sur le marché
européen. Les clauses miroirs, on en a parlé. Donc voilà, un certain nombre de dispositions sont en cours, mais c'est beaucoup trop lent. Et vraiment, l'ensemble des fédérations nous a alerté. Si on ne va pas plus vite et plus fort, le jour où cette réforme douanière sera vraiment mise en œuvre à horizon 2028, ils auront tous disparu. C'est des filières entières qui sont menacées par cette concurrence déloyale. À l'inverse, un certain nombre de signes sont plutôt négatifs. Je pense évidemment à l'arrivée de Chine dans un grand magasin parisien. Je pense à la perspective de la ratification du Mercosur et je pense au détricotage du devoir de vigilance, pas plus tard qu'hier, qui est un très mauvais signe. Ils font donc agir rapidement, à la fois au niveau européen et national. Au niveau européen, c'est le sens d'une proposition de résolution inspirée par nos travaux, présentée par notre collègue Olivia Grégoire en commission des affaires européennes le 3 décembre dernier, adoptée à l'unanimité, qui demande d'appliquer pleinement l'ensemble des articles du DSA, notamment son article 70 qui peut permettre la suspension d'une plateforme qui n'est pas activée aujourd'hui. Je rappelle que, s'agissant de Temu, il y a une enquête en cours à la Commission européenne qui dure depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, ces gens continuent de pouvoir vendre librement leurs produits, alors même qu'un contrôle massif, et ça a été dit, a eu lieu à Roissy en 2022 sur les petits colis en provenance de Chine et font apparaître 95% de non-conformité. 2 ans et demi à 3 ans plus tard, ce site était toujours en ligne et continue à vendre, y compris des produits parfaitement hors la loi, comme ça a été signalé. La PPRE demande également l'accélération de la réforme douanière et j'ai fait pour ma part ajouter 2 amendements pour réactiver le devoir de vigilance, comme l'a soulevé mon collègue Gérard Le Seul dans son intervention, mais également pour soutenir la demande de Commission européenne sur Chine. Il n'y en a pas aujourd'hui, il y en a une sur Temu depuis 3 ans, mais il n'y en a pas sur Chine. Elle est demandée par mon collègue notamment Pierre Jouvet et qui cherche aujourd'hui à récolter les 180 signatures nécessaires pour lancer cette commission d'enquête sur Chine à l'échelle de l'Union européenne. Mais il y a un certain nombre de dispositions, et je finirai là-dessus, qui doivent être prises au niveau national. La République ne peut pas être tout simplement passive et laisser passer ces contrôles avec 95% de non-conformité sans pouvoir rien faire. Il y a selon moi plusieurs dispositions qui seraient urgent de prendre au niveau français. D'abord, c'est d'appliquer au niveau français ce concept d'importateur présumé. On ne peut pas être dans une zone de non-droit et lorsque les douaniers trouvent un produit illégal, ils ne peuvent pas se retourner vers la plateforme, ils ne sont pas responsables des produits qu'ils vendent, c'est une plateforme de marché. Ils ne peuvent pas se retourner vers le producteur, il est dans une quelconque banlieue chinoise et absolument introuvable. Ils ne peuvent pas se retourner vers le mandataire qui est censé représenter le producteur sur le sol européen. Vous avez une adresse en Allemagne, un code postal en France, un numéro de téléphone en Italie, ce sont des fantômes qui n'existent pas. Il faut que lorsqu'on prend acte de l'absence de ce mandataire, rendre automatiquement responsable la plateforme du produit à travers la notion d'importateur présumé. Et à cet importateur pourra mettre des sanctions. Très franchement, les sanctions qui sont des amendes n'ont aucun effet. Il y a dans complément d'enquête précisé la sanction qui a été prise par la DGCCRF parce que plus de 57% des promotions étaient des fausses promotions, moins 57%, moins 90%. En fait, la plupart du temps, le produit ne baisse pas, voire pour 11% des cas, en fait, le prix augmentait. Il leur a donc appliqué une amende de 40 millions d'euros, ce qui correspond à 0,1% de leur chiffre d'affaires. Pourtant, 40 millions d'euros, c'était une amende absolument inédite. La seule chose qui pourrait avoir un effet, c'est la suspension. Et je pense que lorsque, et ça a été dit par notre collègue LR, lorsque on constate que les fraudes sont systémiques, et à plusieurs reprises, il faut pouvoir suspendre la plateforme jusqu'à ce qu'elle puisse se mettre aux normes. L'autre notion, et ça a été rappelé par mon collègue, pour aider les douaniers à rendre plus effectif leur contrôle, c'est une nouvelle notion à intégrer dans le droit français à la demande des douaniers, qui est la notion, et je finirai là-dessus, de présomption de non-conformité, qui doit concerner évidemment le même produit. Lorsque vous avez un produit qui revient et qui était non conforme, pas la peine de relancer toute une procédure qui dure 1 mois pour considérer qu'il est non conforme et le jeter. Il faut une présomption de non-conformité, mais également pour les produits similaires. La Fédération du jouet s'alarmait d'un jouet avec un produit détachable qui pouvait étouffer un enfant. Il arrive le lendemain, non plus de couleur rouge, mais de couleur bleue. Et bien on doit recommencer toute la procédure de contrôle. Il faut pouvoir intégrer une présomption de non-conformité pour pouvoir mieux contrôler les produits qui arrivent sur notre territoire national. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour vos questions pertinentes. Oui, alors rapidement. Rapidement, je voulais juste redire un petit mot, puisqu'il y a une proposition qu'on n'a pas forcément balayée dans nos échanges, et on m'avait interrogé là-dessus, je n'avais pas répondu tout à l'heure. C'était sur la proposition numéro 12 que je porte effectivement dans ce rapport, notamment pour imposer aux vendeurs établis hors de l'Union européenne l'obligation de disposer d'un lieu de stockage d'un représentant ou d'un point de présence en Europe. En fait, tout simplement, puisqu'on l'a vu lors des auditions, notamment avec les services de la DGCCRF et des douanes, en fait, la réalité, c'est que
contrôler le flux de petits colis, aujourd'hui c'est très compliqué. Et en fait, le fait d'avoir un stock physique sur le continent européen permettrait effectivement de pouvoir contrôler physiquement les stocks directement. Donc c'est une proposition également de ce rapport, c'est la numéro 12. Merci. Juste en mot de conclusion, mes chers collègues, juste une proposition qui vous concerne tous et qui a créé un précédent dans cette mission d'information en lien avec Sandrine Lefeur, sur laquelle on peut être d'accord ou pas, mais l'ordonnance de 1958 fait qu'une personne qui refuse de se présenter à la convocation d'une présidence de commission d'enquête ou de commission parlementaire est punie par la loi de 7 500 € d'amende. Le groupe Chine a refusé de venir et vous imaginez bien que 7 500 € d'amende pour le groupe Chine, c'est encore moins qu'une pièce d'un centime dans la poche d'un Français. Et l'une des propositions de ce rapport, c'est qu'on ait peut-être une proposition de loi transpartisane pour modifier ce montant d'amende, parce que je pense que de nombreuses personnes qui se disent qu'elles n'ont pas vocation à rendre des comptes à la représentation nationale et donc à s'asseoir sur la démocratie, s'appuieront désormais sur cette ordonnance de 1958, quitte à avoir un signalement auprès de la procureure de la République de Paris et payer l'amende de 7 500 €. Et donc je vous proposerai, si vous en êtes d'accord, qu'on puisse avoir une réflexion transpartisane sur cette question-là qui concernera toutes les commissions d'enquête et toutes les commissions permanentes à l'avenir, parce que je vois bien l'intérêt de certaines personnes de ne pas se présenter devant nous au prix de 7 500 €. Je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement, peut-être pour précision, c'est vrai que la sanction, elle retombe. Alors, il n'y a pas vraiment eu de précédent, mais normalement sur l'entreprise. Sur Chine, comme ils n'ont pas de siège en France, nous, on a assigné, en tout cas dans mon courrier à la procureure de la République, on a bien assigné la personne qui n'est pas venue, puisqu'elle réside en France, et on a la main uniquement sur le territoire national. Monsieur Le Seul, une dernière intervention ? Très brièvement, pour soutenir totalement la proposition faite par notre collègue. Merci. Merci beaucoup. Donc, chers collègues, en l'application de l'article 145 alinéa 7 du règlement, nous en venons à l'autorisation de la publication du rapport de la mission d'information. Qui est pour la publication? Qui est contre? Publié à l'unanimité. Je vous remercie. Voilà pour les conclusions de la mission d'information qui a travaillé sur le contrôle des produits importés face à une concurrence déloyale marquée par des produits importés qui ne respectent pas les normes imposées aux producteurs français. Il est urgent d'agir pour protéger notre économie. C'est ce que disent les rapporteurs de cette mission. Ils pointent les insuffisances des contrôles actuels et les lacunes de notre législation. Fin de cet épisode. À très vite sur LCP, au cœur de l'Assemblée nationale.